Bonsoir à tous, merci d'être avec nous au sein des locaux de Good Planet à Paris pour aborder un thème qui nous concerne tous de plus en plus, à savoir le numérique. Avec nous Juliette Duquesne. Bonsoir à toutes et à tous. Juliette qui va répondre à la question suivante. Quel numérique pour notre planète? Mais juste avant, quelques mots du vice-président de la Maïf, Thierry Montminou. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici dans l'un des data centers de Maïf. C'est ici que nos données et celles de nos sociétaires sont stockées. C'est un peu le cœur de notre système informatique. Ce lieu illustre bien le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Quel numérique choisir pour notre planète? Eh bien, voici une petite illustration de ce que l'on peut faire à Maïf. Ici, la captation de la chaleur de ce data center sert à chauffer les bureaux de nos collaborateurs. Les outils numériques qui nous sont aujourd'hui indispensables dans nos activités sont aussi particulièrement énergivores. En tant que société à mission, nous avons donc fait le choix de nous engager pour avoir un impact positif sur l'environnement malgré cela. C'est une action que nous avons engagée dès 2017 en diffusant notre charte numérique. Cette charte numérique Maïf, c'est un engagement de chaque instant pour construire un monde numérique résolument plus humain et éthique, en accompagnant nos acteurs internes dans leurs bonnes pratiques quotidiennes, en optimisant nos relations avec nos sociétaires et en développant les solutions citoyennes pour les territoires isolés. Nous avons imaginé des dispositifs qui utilisent le numérique pour favoriser les relations humaines et la solidarité, comme par exemple Trêve Entraide, anciennement Cher Entraide, aujourd'hui portée par l'association Prévention Maïf. Climat, biodiversité, préservation des ressources. Tous ces combats ne peuvent être gagnés sans une mobilisation citoyenne générale. Pour la planète, chaque acte compte. C'est pourquoi Maïf s'engage à sensibiliser et à agir, souvent avec l'aide de partenaires. Au niveau national, et en réponse à la loi de transition énergétique pour la croissance verte, nous publions chaque année un rapport ESG et climat. Au plan international, nous avons adhéré au Pacte mondial des Nations Unies et nous nous engageons, entre autres, à intégrer et à promouvoir les actions mondiales liées à l'environnement. Très concrètement, Maïf met en place depuis plusieurs années déjà différentes actions pour conjuguer révolution technologique et préservation de notre planète. Pour être au plus proche des territoires et réduire la fracture numérique, nous avons lancé le Numérique Tour fédéré par Maïf. Nous allons à la rencontre des populations dans les territoires pour leur permettre d'avoir accès à une meilleure maîtrise des outils digitaux du quotidien. Maïf a également mis en place Mes Data et moi, qui contribue à l'amélioration de l'état des connaissances sur les risques numériques et la nécessaire protection des données personnelles. Enfin, en interne, nous organisons les Data Days, une semaine dédiée chaque année pour mieux connaître l'impact écologique du numérique, comprendre les évolutions possibles des métiers en lien avec l'intelligence artificielle et être éthique dans l'usage des données. Maïf est engagé à mettre en place un système de management de l'énergie et à améliorer ses performances. Nous enregistrons, analysons et optimisons nos consommations. Nous développons également l'achat de produits et de services peu énergivores. Nous partageons les informations sur nos consommations et favorisons l'utilisation d'énergies alternatives. Le numérique pour la planète chez Maïf, c'est par exemple l'allongement de la durée de vie de nos postes de travail pour les garder au minimum 4 ans. La revalorisation de ces postes via les ateliers du bocage ou encore des process de reprise directement par le constructeur ou par des associations comme Emmaüs. Sans prétendre être exhaustif et pour terminer, j'aimerais vous donner encore quelques exemples de nos actions au quotidien pour prendre notre part dans ce combat. Une exigence de labellisation et d'éco-conception de nos achats de matériels informatiques. Nos coques d'ordinateurs portables sont par exemple réalisées en partie avec du plastique recyclé. La construction du nouveau data center Maïf, conçu selon des normes très exigeantes. La purge de données et la suppression des applications métiers qui ne sont plus utilisées. Une démarche d'analyse de l'empreinte environnementale et d'optimisation de nos postes de travail. Le soutien
à des partenaires comme Tech for Good, faisant la promotion d'un numérique responsable. Et bien sûr, la promotion de l'open source. Toutes ces informations concernant nos actions pour le numérique sont à votre disposition sur notre site entreprise.maif.fr. Je vous laisse maintenant en compagnie de Juliette Duquesne, journaliste indépendante, créatrice de la collection Carnet d'alerte, et Corinne Chevreton, également journaliste et présidente de l'association Carnet d'alerte, pour parler plus en détail de cette thématique. Je vous souhaite une bonne conférence. Pour répondre donc à la question qui nous réunit aujourd'hui, Juliette Duquesne, journaliste indépendante, spécialiste des thématiques environnementales, auteure de différents ouvrages tels que La faim dans le monde, Les excès de la finance. Vous êtes aussi la cofondatrice de Carnet d'alerte. Alors Carnet d'alerte, qu'est-ce que c'est ? C'est une collection de livres, des articles, des podcasts, des vidéos, bref du contenu journalistique mené et encadré par vous, Juliette. Vous venez de terminer une enquête sur l'intelligence artificielle et la pollution du numérique qui sort en mai d'ailleurs. C'est la pollution du numérique justement qui nous réunit aujourd'hui. Un moment d'échange qui sera suivi d'un temps pour répondre à vos questions que vous pouvez nous poser durant cette conférence sur le chat de la plateforme de la Maïf. Donc tout de suite Juliette, le numérique, on en parle de plus en plus, notamment cette année à cause de la pandémie. Auriez-vous quelques données générales sur l'impact du numérique sur la planète ? Oui, le numérique, je pense que vous le savez, le numérique pollue, est loin d'être immatériel. On en parle beaucoup, on en a quand même pas mal parlé cette année justement avec la pandémie et la numérisation. Alors je vais essayer pendant cette conférence de ne pas vous donner trop de chiffres, ce qui n'est pas facile sur ce sujet-là. D'ailleurs, moi quand j'ai enquêté sur ce sujet, j'ai consulté énormément d'études, interrogé beaucoup d'experts. Alors tout le monde n'est pas exactement d'accord sur, après la virgule, dans les chiffres après la virgule, on va dire. Voilà, il faut faire la synthèse de tout ça. Mais dans les grandes lignes, je pense que ce qui est important, c'est de retenir les ordres de grandeur. C'est ça qui est important dans cette enquête. Donc, le numérique est responsable environ de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et si le numérique était un pays, l'empreinte du numérique serait l'équivalent d'un pays comme 2 à 3 fois l'empreinte écologique d'un pays comme la France. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Le numérique est loin d'être immatériel. Alors justement, dans le numérique, qu'est-ce qui pollue le plus ? Alors, ce qui pollue le plus dans le numérique, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on peut croire, le stockage des données ou alors l'envoi d'un mail, on en parle beaucoup de ça. C'est bien sûr, on en reparlera tout à l'heure, ça peut avoir des impacts, mais ce qui pollue le plus et largement, et tous les acteurs que j'ai interrogés me l'ont confirmé, ce sont nos équipements. C'est-à-dire nos ordinateurs, nos smartphones, voilà, tous les équipements que nous pouvons avoir, nous en avons trop, et c'est la fabrication d'ailleurs de ces équipements qui est le plus polluant. Nous en avons trop et nous les changeons trop souvent. Donc dans l'ordre, ce qui pollue le plus, ce sont les télévisions, les box, les ordinateurs, les smartphones. Les smartphones, on les change trop souvent, en moyenne tous les 23 mois. Et nous remplaçons 88% des téléphones qui sont remplacés fonctionnent encore. Il faut savoir qu'en France, nous ne fabriquons pas directement tous ces équipements. Donc c'est une pollution qui est importée, qui est réalisée dans d'autres pays. Alors justement, faut faire attention, je crois, à ne pas compter que les effets des gaz à effet de serre. Pourquoi ? Oui, c'est un point assez essentiel que moi je retrouve, je vais faire une petite parenthèse, que je retrouve dans mes différentes enquêtes, c'est-à-dire que, bien sûr, je ne vais pas vous dire ici que le changement climatique n'est pas un problème, bien sûr que le changement climatique est un problème, et les émissions de gaz à effet de serre également, et qu'il faut les calculer, mais moi je me rends compte dans mes différentes enquêtes, on a tendance à centrer que sur cette problématique, et ça peut avoir des effets néfastes. Je vais vous donner un exemple, j'ai enquêté pendant 1 an sur l'eau, pour l'enquête L'eau que nous sommes, et je me suis aperçu par exemple que souvent le changement climatique était révélateur de problèmes et d'une mauvaise répartition de gestion de l'eau dans les territoires, et souvent l'agriculture, notamment l'agriculture industrielle, était la principale consommatrice de l'eau, et le changement climatique était révélateur. Mais si on parle que du changement climatique, on oublie du coup de parler par exemple dans ce cas-là de l'agriculture. Alors là, dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, le numérique, si on compte que en émissions de gaz à effet de serre, ça peut être aussi problématique. Il faut parler
des autres pollutions. Alors c'est pour Alors, ça que quelles sont-elles? C'est vrai que c'est pour ça que j'ai particulièrement moi apprécié les études de Frédéric Bordage de Green Heat que j'ai interrogé pour cette enquête, parce que lui fait l'analyse du cycle de vie, et dans ses études, il ne parle pas que des émissions de gaz à effet de serre, même s'il en parle. Il parle aussi de la consommation de l'eau. Et par exemple, en France, sur une année, le numérique consomme l'équivalent de 5 fois la consommation d'eau des Parisiens. Donc ce n'est pas du tout négligeable. Il y a aussi le problème des métaux. Ça, beaucoup de chercheurs mettent le point sur le problème des métaux. Je vais vous donner là quelques chiffres de l'Agence de la transition écologique, l'ADEME, qui indique que par exemple dans un smartphone, nous avons 50 matériaux. C'est 2 fois plus que les téléphones d'ancienne génération. Pour faire par exemple un ordinateur de 2 kg, nous avons besoin de 600 kg de matière, donc c'est vraiment énorme. Et plusieurs chercheurs que j'ai interrogés dans cette enquête, et d'ailleurs dans d'autres enquêtes que j'ai pu réaliser, mettent en avant le fait qu'il va y avoir des risques de pénurie dans les prochaines années. Par exemple, l'indium, qui est très utilisé pour le numérique, il pourrait avoir des risques d'approvisionnement dès 2030-2035. Notre chercheur que j'ai interrogé du CNRS, Olivier Vidal, parle, lui, d'un pic d'extraction du cuivre dès 2060. Donc ça peut paraître loin, mais ça peut arriver très vite. Et même si on ne sait pas encore exactement à chaque fois quelles réserves on a pour tous les métaux. Mais en tout cas, on sait que plus on va utiliser du numérique, et c'est le cas actuellement, c'est en forte augmentation, plus on va avoir besoin de métaux, et plus on va devoir aller creuser dans la terre plus profond pour aller chercher ces métaux, et donc on va avoir aussi besoin de plus d'énergie pour aller chercher ces métaux. Donc on va polluer davantage. Alors justement, on a compris que les métaux étaient indispensables pour le numérique, l'un ne va pas sans l'autre, mais alors une solution pourrait être éventuellement le recyclage. On parle beaucoup de recyclage. Ça ne suffirait pas? Alors pour l'instant, on recycle assez peu. Il n'y a que 3% des matériaux d'un smartphone qui sont recyclés. Et en plus, ce qui est difficile, plus c'est petit, plus c'est miniaturisé, plus c'est complexe, plus il y a d'alliage, plus c'est difficile de recycler. Et alors, donc du coup, on vient de voir le poids des équipements. Qu'en est-il du stockage des données? Parce que l'équipement, c'est une chose, mais les données... Oui, alors je le répète, c'est vrai que c'est un peu le fil conducteur de notre enquête. Vraiment, ce sont nos équipements qui polluent le plus. Mais bien sûr, le stockage des données est aussi une source de pollution. Il n'a pas toujours été facile lors de mon enquête de déterminer s'il y avait vraiment eu énormément de progrès dans les data centers. Donc après avoir interrogé pas mal de personnes, oui, il y a eu des progrès effectués dans les data centers. Ils peuvent fonctionner à une chaleur plus importante, donc il y a moins besoin de les refroidir. Ils fonctionnent aussi plus à base d'énergie renouvelable, même s'il y a très peu de data centers qui fonctionnent aujourd'hui qu'à base d'énergie renouvelable. Et là, je vais refaire une petite parenthèse par rapport à une autre enquête que j'avais réalisée qui s'appelle « Vivre mieux sans croissance ». Parce que c'est vrai que si on continue à consommer autant d'énergie seulement à base d'énergie renouvelable, déjà ça sera très bien de passer plus aux énergies renouvelables, mais si on ne fait pas une grande part de sobriété, on ne réduit pas notre consommation d'énergie, on risque de se retrouver avec des problèmes importants, notamment la consommation. On revient à la consommation de métaux, parce que les énergies renouvelables sont aussi très consommatrices de tous ces métaux. Donc, même si on passait... Déjà, il y en a très peu de data centers qui fonctionnent qu'à base d'énergie renouvelable. Déjà, il y en a très peu. Mais en plus, si on continue à croître sans réflexion sur une grande part de réduction, ça n'aurait pas forcément de sens. En tout cas, moi, c'est ce qui est ressorti de mes enquêtes. L'autre point qui me paraît essentiel sur ce sujet, c'est qu'on entend souvent neutre en carbone. Donc, sont notamment les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, parfois peuvent se dire « je suis neutre en carbone ». Alors pour être neutre en carbone, elles compensent ces entreprises. Alors je ne vais pas faire toute une conférence sur la compensation, mais parfois... Peut-être une prochaine fois. Peut-être un autre sujet, mais c'est un sujet que j'avais pas mal abordé aussi dans mon enquête sur la financiarisation de la nature. La compensation est parfois critiquée, parce que notamment par les associations environnementales, parce que compenser
on ne compense jamais vraiment complètement la nature. C'est-à-dire que si on détruit une zone humide, on va avoir des difficultés à recréer vraiment une zone humide. Et c'est la même chose pour les arbres. Si on plante des arbres, on ne va pas recréer une forêt en plantant quelques arbres. Donc la compensation a parfois ses limites. Alors, ce qui peut être intéressant aussi de préciser sur ce point, c'est que dans mes enquêtes, j'essaye d'interroger un peu toutes les parties prenantes. Donc là, j'ai interviewé beaucoup de chercheurs, des entrepreneurs. Comme c'est aussi sur l'intelligence artificielle, j'ai interviewé beaucoup de gens qui travaillaient dans ces domaines. Et j'ai bien sûr essayé d'interroger Google, Apple, Facebook, enfin les grands de toutes ces technologies. Et je vous raconte ça parce que c'est assez révélateur dans mes enquêtes. Là, je n'ai pas réussi à les avoir en interview en longueur. Ils m'ont répondu à quelques questions, à quelques points. Mais je n'ai pas eu d'interview comme j'aime faire, passer 2-3 heures avec la personne, me poser pour qu'il réponde à mes questions. Et je trouve ça révélateur parce que moi, selon mes enquêtes, les différentes parties prenantes et surtout les principaux concernés, notamment sur ces sujets-là, les multinationales, répondent ou répondent pas. Et là, c'est un peu comme la finance. En finance aussi, j'ai eu beaucoup de mal à obtenir les interviews des banques. J'avais eu les banques engagées comme le Crédit Coopératif ou la Nef, mais j'avais eu aucune grande banque française, même pas la Fédération. Alors que dans des sujets agroalimentaires, ça peut paraître étonnant, mais j'arrive beaucoup plus facilement à interviewer Monsanto ou la FNSEA, le principal syndicat agricole, ou dans l'eau, les multinationales comme Veolia et Suez. Dans ce sujet, j'ai eu des échanges, mais je n'ai pas réussi à obtenir mon interview en longueur. Mes enquêtes, elles durent 1 an, donc ils ont le temps de pouvoir répondre aux questions. Vous avez justement plus particulièrement enquêté dernièrement sur l'intelligence artificielle. Quel est l'impact de l'intelligence artificielle sur la pollution ? Oui, c'est vrai que moi, ma dernière enquête, il y a une partie sur la pollution du numérique, mais il y a une grande partie sur l'intelligence artificielle. Alors, on ne peut pas dire aujourd'hui que l'intelligence artificielle est la principale source de pollution, et notamment dans le stockage des données ou dans les centres de calcul. Pour l'instant, ça ne reste pas le plus important. Le plus important, ce sont nos vidéos, le streaming, etc., qui utilisent le plus la bande passante d'Internet. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, mais on consomme de plus en plus de programmes d'intelligence artificielle, souvent pour utiliser ces programmes d'intelligence artificielle, nous avons donc des équipements, et ces équipements, on l'a vu, consomment énormément d'énergie, consomment ces équipements, on a vu, c'est la principale source de pollution. Donc ça, c'est un point important. Et les centres, l'autre point essentiel, c'est que l'intelligence artificielle utilise beaucoup de données, de centres de calcul, et là, tous les 3-4 mois, les besoins en puissance de calcul doublent, donc ce qui est énorme, donc ça pourrait polluer davantage. Lors de mon enquête, il y a eu un autre débat sur ce sujet-là. C'est souvent on entend dire l'intelligence artificielle peut être intéressante parce qu'elle va pouvoir permettre d'optimiser, de savoir exactement quand on va avoir un pic d'électricité ou des points comme ça. Bon, ça, vous le découvrirez dans l'enquête, peut-être plus profondément si ça vous intéresse. Il y a certains usages qui peuvent être intéressants. Mais il faut faire attention. Alors, j'ai interrogé, par exemple, sur ce point, Luc Julia, qui est le co-créateur de Siri, le logiciel d'Apple de reconnaissance vocale, qui m'indiquait que lui... Alors, on a eu des débats très intéressants sur notamment... Lui vous a répondu. Lui, il m'a répondu, et très longuement. On a bien discuté ensemble. Il m'a répondu très longuement. On a échangé sur les mythes et les réalités autour de l'intelligence artificielle, c'était très intéressant. Et on a aussi parlé de la pollution du numérique, et lui, il m'a indiqué que chez lui, il avait 200 objets connectés. Ces objets lui permettaient, par exemple, quand il rentre ou il sort d'une pièce, que la lumière s'allume, s'éteigne. Il me disait qu'aux États-Unis, souvent les gens laissaient tout le temps les lumières allumées, donc ça permettait d'être plus efficient. Mais c'est vrai que cette logique-là comporte quand même des limites. J'ai aussi interrogé une autre chercheuse, Emmanuelle Frenou, qui me disait oui, il faut faire attention à l'obsolescence écologique, c'est-à-dire c'est à peu près du même ordre que dire je vais racheter un nouvel équipement qui va être moins polluant alors que celui que j'ai n'est pas encore obsolète, et donc ça peut polluer, ça peut être en fait plus polluant de racheter un équipement. Là, c'est un peu du même ordre, le fait d'avoir des capteurs partout. Si on ne prend pas en compte la fabrication de tous ces capteurs, si on ne prend pas en compte le fait qu'ils peuvent être reliés à des centres de données, avec toutes des infrastructures derrière, au final, le bilan écologique sera plutôt mauvais, en fait. Voilà.
Dans votre enquête, vous faites un point sur la 5G. En quoi les débats sur la 5G ont été très révélateurs de notre rapport à la technologie ? C'est assez intéressant. En France, on a eu un débat un peu plus important qu'ailleurs sur la 5G. Et la 5G, c'est intéressant parce que c'est assez révélateur de notre rapport aux technologies. La 5G, il faut savoir que ça ne va pas permettre d'avoir Internet dans des zones blanches ou des zones grises. Ça va permettre surtout d'avoir continué à bénéficier d'Internet dans les zones denses, parce que ça coûte cher, hein, donc les équipements vont être surtout dans les villes. Et donc, certaines personnes que j'ai interrogées nous indiquaient que ça va être surtout pour regarder des vidéos en très bonne qualité sur son smartphone. Et du coup, me disaient, est-ce que c'est vraiment utile passer à la 5G ? Mais pas fournir à davantage de personnes non, il n'y en aura pas de 5G dans les zones blanches, ça serait beaucoup trop cher en fait, beaucoup trop, parce que ça demande des équipements assez importants, la 5G. Et surtout, ça c'est un point qui est pour moi essentiel par rapport à la 5G, c'est que c'est une technologie pivot pour changer, en fait, pour augmenter beaucoup les objets connectés, la ville intelligente, les voitures plus autonomes, ça va permettre tout ça. Et là, on revient un peu à ce fil conducteur de notre conférence. Ce sont ces équipements qui sont les plus polluants et la fabrication de tous ces équipements. Donc la 5G va permettre cela. Il y a un autre point qui est intéressant avec la 5G, c'est que la 5G... on a entendu dire par ceux qui étaient plutôt pour la 5G, dire on va avoir des gains d'efficacité, ce qui est vrai. Mais comme souvent dans le numérique, il y a les fameux effets rebonds. Ça, je me souviens en avoir pas mal discuté à plusieurs reprises avec Philippe Biwix, qui peut-être certains connaissent, un ingénieur spécialiste des low-tech, et qui parle aussi beaucoup de ce point-là. Et l'effet rebond dans le numérique, c'est que par exemple, pour avoir des gains d'efficacité, mais on va plus consommer, donc en fait ça va annuler ces gains d'efficacité. C'est pas parce qu'on fait une recherche plus rapide avec Internet qu'on va réduire notre temps. Au contraire, on va peut-être en faire plus. Et ça, c'est souvent un problème. Donc la 5G est assez intéressante parce qu'elle regroupe plusieurs débats révélateurs de notre rapport aux technologies. Alors, le constat, vous venez de le dresser, y a-t-il des moyens d'agir de manière individuelle? Vous, moi, nous tous, est-ce que l'on peut à un moment donné se dire, ben voilà, il y a des actions que je peux mener individuellement pour essayer de limiter les dégâts? Oui, alors bien sûr, vous l'avez compris, ce sont les équipements qui sont les plus polluants. Donc la première action qu'on peut faire, c'est garder plus longtemps tous nos équipements, nos ordinateurs, nos smartphones. Certains disent doubler le temps, pour les ordinateurs, passer par exemple de 4 ans à 8 ans, de garder... Ça, ce serait possible aujourd'hui. Voilà, de garder plus longtemps ces ordinateurs, par exemple en réparant, en faisant appel, en reconditionnant. Donc ça, c'est le point, vu qu'on a vu depuis tout à l'heure, nous avons démontré que c'est la principale source de pollution, ça serait le point le plus important. Après, il y a plusieurs conseils. Alors, vous les retrouvez beaucoup d'ailleurs au sein de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Green Heat, avec Frédéric Bordage aussi, donne beaucoup de tous ces conseils. Ils sont beaucoup regroupés au sein de ces deux structures et d'autres. Et par exemple, comme conseil, c'est de plus regarder sa télévision via la TNT plutôt que par sa box. Un point qui est revenu beaucoup aussi dans mon enquête, c'est de privilégier la fibre ADSL, par exemple avec son téléphone, avec la Wi-Fi, plutôt que via la 3G et la 4G qui est beaucoup plus énergivore. Au maximum, télécharger sur son ordinateur plutôt que d'utiliser le streaming. Question qu'on se pose beaucoup aussi, est-ce qu'il faut imprimer ou alors stocker sur son ordinateur? Alors la réponse moi, que j'ai trouvée, c'est plus on utilise un document longtemps, et dans ces cas-là, on l'imprime. Si le document on s'en sert moins longtemps, on le stocke sur son ordinateur. Donc limiter le stockage en fait. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Après, dans les autres conseils qu'il peut avoir, alors certes, je vous le disais tout à l'heure, l'email, c'est pas forcément le plus polluant, même si on en a beaucoup parlé, mais ça a tout de même un impact. L'envoi d'un email, ça équivaut à la consommation d'une ampoule de 60 watts pendant 25 minutes. Mais quand même. Après, c'est vrai que sur ce sujet, je trouve que on en reparlera tout à l'heure sur la cohérence, mais c'est vrai que sur ce sujet, je pense que ça peut vite devenir un casse-tête pour l'utilisateur. Donc je pense que déjà, si on retient de garder beaucoup plus longtemps ces équipements, ça me paraît déjà vraiment essentiel. Parce que dans notre société très numérisée, c'est pas toujours simple d'appliquer tous les conseils. Alors,
Dans votre enquête, vous faites référence à différentes initiatives. S'il y en avait une à nous citer, essayez de nous parler brièvement de ces chaudières numériques. Oui, on a essayé aussi de mettre en avant quand même quelques initiatives, notamment d'entrepreneurs. Tout à l'heure, dans la vidéo, le vice-président de la Maïf indiquait que, par exemple, justement, les data centers permettaient de chauffer l'eau sanitaire, l'eau utilisée, donc c'est très intéressant. Là, les chaudières numériques, c'est un peu le même système. C'est Christophe Perron, que j'ai interrogé, qui, lui, a mis en place des petits data centers qu'on met sur, par exemple, ça prend à peu près la place d'un parking, d'une place de parking dans des immeubles. Et ces petits data centers, ces serveurs, en plus de seconde génération, permettent de chauffer l'eau sanitaire du bâtiment. Il y a eu le cas aussi à Paris, dans le 13e, la piscine de la Butte aux Cailles était chauffée aussi par des serveurs, des data centers. Et lui, il est carbo-négatif. Il dit même que lui, il n'est pas neutre en carbone, et il ne fait pas du greenwashing, mais il est carrément carbo-négatif, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, il utilise aussi des serveurs de seconde génération. Il réduit ses émissions de gaz à effet de serre de 113%, la consommation d'eau, la consommation de métaux. Donc c'est une initiative intéressante qu'on pourrait peut-être multiplier. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ça recoupe aussi les initiatives souvent de mes différentes enquêtes. C'est que souvent, celles qui marchent le mieux sont quand même des solutions, on va dire, locales, par territoire, et pas des gros data centers. Voilà, là, D'où l'importance de la décentralisation. Voilà, de les mettre un peu partout, c'est intéressant. Et l'autre, alors lui, il m'expliquait que les freins de son initiative, c'est notamment que les gens ont des craintes, enfin les personnes qui voudraient installer ces data centers ont des craintes sur la sécurité. Donc lui, il m'expliquait qu'au contraire, ces data centers étaient très sécurisés, les chiffrés, et que ça pouvait même être plus sécurisé que nos données qui se retrouvent dans les serveurs des GAFAM. Alors dans l'enquête, je mets aussi en avant, comme souvent, les innovations frugales. Dans le Sud, dans les pays du Sud, il y a souvent des innovations intéressantes, des innovations frugales, comme on peut les appeler, parce que malheureusement, ils n'ont parfois pas le choix. Donc, ils mettent en place des innovations qui pourraient nous inspirer. Il est vrai qu'en Afrique, bien sûr, enfin, je pense que ça ne va étonner personne que la pollution du numérique est principalement due à l'Occident. En Afrique, il n'y a que 10% de la population qui a un ordinateur. De ce type de produits, d'équipements. Donc, bien sûr, c'est nous qui sommes la principale source de la pollution. Et c'est vrai que nous avons été au Burkina Faso, on a recueilli des témoignages dans un Fab Lab. Alors, ces Fab Labs, c'est ces endroits où on mutualise les savoir-faire et où on mutualise aussi les équipements. Et dans ce Fab Lab, ils créaient des ordinateurs, on s'appelle ça le Jerry. Alors, ils ne sont pas les seuls à le faire, mais c'était intéressant. Ils créaient des ordinateurs dans un bidon avec des ordinateurs qui étaient cassés et qui réutilisaient. Ils arrivaient à refaire des ordinateurs et les élèves construisaient eux-mêmes ces ordinateurs. Donc ils avaient une vraie connaissance et après de l'usage de l'informatique, mais aussi de comment on construit un ordinateur. Donc là, c'est une innovation frugale qui peut polluer. Donc c'est intéressant de les voir. Alors, on vient de voir une série d'initiatives individuelles. Qu'en est-il des initiatives collectives ? Est-ce que l'État, le pays doit intervenir ? Est-ce que l'Union européenne doit intervenir ? Qu'est-ce qu'on sait là-dessus ? Oui, c'est vrai que on ne peut pas avoir que nos initiatives individuelles ne suffiront pas pour réduire l'empreinte numérique. On parlera tout à l'heure du système plus global, mais en tout cas là, quand on reste sur le numérique, bien sûr que des réglementations et des lois sont importantes. Il y a eu pas mal de réflexions cette année sur ce sujet. Alors depuis 2021, il y a un indice de réparabilité qui a été mis en place. Ça veut dire que quand vous achetez vos équipements, il va y avoir une note entre 0 et 10, vous allez savoir si votre équipement est facilement réparable. Il y a aussi, à partir de 2024, il y aura un indice de durabilité qui sera un peu plus détaillé.
Un autre point est important, c'est que, alors ça sera à partir de l'année prochaine, mais ça a déjà été voté. Pendant 5 ans, vous allez avoir accès normalement à des pièces détachées pour tous vos appareils électriques et électroniques, même vos smartphones, et vous pourrez les réparer chez n'importe quel réparateur, pas seulement les réparateurs agréés. Et ça, c'est vrai que j'ai interrogé Alma Dufour de l'association Les Amis de la Terre, qui m'expliquait que ça a été un combat, ça n'a pas du tout été facile de l'obtenir. Donc ils étaient vraiment contents de cette avancée. Beaucoup regrettent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'obsolescence logicielle. L'obsolescence logicielle, c'est par exemple, il y a des mises à jour. Vous connaissez l'obsolescence programmée pour les appareils techniques, mais là... Oui, c'est l'obsolescence logicielle, c'est-à-dire qu'il y a des mises à jour qui sont utiles pour votre appareil et d'autres qui vont ralentir, en fait, l'usage de votre téléphone et de votre ordinateur. Donc, cette obsolescence logicielle, elle n'est pas encore complètement interdite et ça, beaucoup aimeraient qu'on réduise cette obsolescence logicielle parce que ça vous force à racheter un téléphone ou à racheter un ordinateur. Et là, je vais vous donner un exemple. J'ai interviewé Émile Meunier, qui est expert à l'association Halte à l'obsolescence programmée, mais qui est aussi élu vert à la mairie de Paris, qui me donnait un autre exemple d'obsolescence logicielle. C'est que, par exemple, il a donné l'exemple d'arroseurs intelligents automatiques qui avaient été mis en place par une société. Cette société a fait faillite et après, ils se sont retrouvés avec des milliers d'objets comme ça qui n'étaient pas utilisés. Comme je disais tout à l'heure, c'est cette fabrication qui est la principale source de pollution. Donc peut-être mettre en place des garanties de plusieurs années. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas élargir la loi climat avec un aspect plus numérique, porté sur le numérique ? Oui, ça c'est un débat un peu récent. Cette année, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de réflexions autour de la pollution du numérique. C'est peut-être dû aussi au fait qu'on a accéléré notre numérisation. Il devait y avoir une proposition de loi du Sénat qui a été adoptée, mais la navette parlementaire n'a pas continué. Et beaucoup d'acteurs, dont certains dont je vous ai cités là, depuis le début de la conférence, ont regretté que le numérique était le grand absent de la loi climat. Il y a même eu une tribune sur ce sujet. Et ils indiquaient, alors là je crois qu'il y a un amendement qui est passé, mais toutes les discussions ne sont pas encore passées, mais en tout cas, il n'était pas assez présent. Et beaucoup réclament des normes, des labels plus restrictifs. Il y a eu un rapport du Sénat qui regroupe beaucoup de solutions ou de possibilités. Il parle par exemple de la création d'un observatoire sur ce sujet. On pourrait par exemple mutualiser les box dans les habitats collectifs. Une autre initiative que je trouve intéressante, qui vient aussi de Frédéric Bordage, où il essaye de favoriser l'éco-conception des sites, notamment des sites public. Ça veut dire, comme on vient de le voir depuis le début de la conférence, le numérique n'est pas une ressource illimitée parce qu'il utilise énormément de ressources qui sont elles-mêmes limitées. Donc se dire, est-ce que je ne vais pas utiliser le numérique seulement où j'en ai vraiment besoin ? Par exemple, la SNCF, pour vous avertir que votre train est en retard ou vous donner une information, elle va utiliser le SMS qui est moins polluant plutôt que vous envoyer des éléments via la 4G et via votre smartphone. Ah oui. Donc c'est essayer de concevoir différemment. Alors, d'après ce qu'on voit, le problème semble plus global et voire même lié à notre façon de consommer. La société de consommation aussi dans laquelle nous vivons engendre un numérique envahi et financé essentiellement par la publicité. C'est un problème ? Oui, ce qui est revenu beaucoup, c'était aussi de se dire que nous avons le numérique que nous avons parce que nous sommes dans une société de consommation. Et donc, il y a la pollution liée directement au numérique, mais il y a aussi que notre numérique est financé par la publicité et la publicité ciblée qui nous pousse à davantage de consommation. Donc, il y a la pollution du numérique et la pollution générée par cette consommation à outrance. Donc, il y a 2 points dans cette question. C'est que nous avons une consommation, ça nous pousse aussi à consommer. Et donc là, on ne parle même pas de toute cette pollution-là quand on évoque la pollution du numérique. Alors, sur ce sujet, par rapport à vos autres enquêtes, on se rend compte qu'il est très difficile d'être totalement cohérent. On le voit aujourd'hui, la preuve par l'exemple, Covid oblige, on est obligé de faire cette conférence via le numérique. Nous réalisons en fait
que c'est très difficile sur ce point, la cohérence. Oui, je suppose qu'il y a peut-être déjà eu des questions sur le chat de la plateforme sur ce point-là. C'est-à-dire que oui, on fait une conférence sur la pollution du numérique en ligne. Alors oui, c'est vrai que ce n'est pas complètement cohérent. Bon, on a notre décharge, le fait que nous sommes dans une période où on ne peut pas se réunir. Je pense que sinon, cette conférence, même c'est sûr, cette conférence, elle aurait été organisée directement. Ce que vous faites généralement, voilà, on est d'accord. Donc là, on est quand même dans une période particulière. Et moi aussi, pour mon enquête, j'ai dû faire beaucoup d'interviews en visioconférence que je ne fais jamais. Je rencontre toujours les gens directement, ce qui n'est pas du tout pareil de les faire en visioconférence ou de les rencontrer. Donc c'est vrai que peut-être pour ce sujet, c'est particulièrement difficile d'être totalement cohérent, peut-être plus que mes autres enquêtes d'ailleurs, même si ce n'est pas toujours simple. Quand j'enquête sur l'agriculture, l'alimentation, il y a énormément d'initiatives de la société civile. On peut essayer, même si ce n'est pas toujours simple selon le budget qu'on a, mais on peut essayer de manger bio via les coopératives. Avec la finance, on peut essayer d'aller dans des banques solidaires, placer son argent sur l'épargne solidaire financée, labellisée Finansol. Donc il y a quand même des choses. C'est vrai que sur le numérique, c'est peut-être un des points tellement d'une société numérisée que c'est très difficile d'être totalement cohérent. J'ai interrogé par exemple aussi Nicolas Alep dans cet ouvrage, pour cette enquête, qui a lui-même réalisé un livre où il expliquait que l'urgence, c'est plus faire moins de numérique que mieux de numérique. Et lui-même me disait que c'était complètement difficile d'être cohérent avec ce qu'il prenait parce qu'on est dans une société où il faut vraiment se couper d'une partie de la société si on veut être cohérent avec ses propos. Alors, dans votre enquête, un autre point, au sein de notre société civile, on voit des initiatives pour un numérique plus sobre, un numérique moins envahissant, plus libre, plus convivial. Je sais que vous tenez à ce terme, Juliette. Ce monde plus libre, celui qui fonctionne loin des GAFAM, se retrouve-t-il avec celui qui prône un numérique plus sobre et moins envahissant ? Oui, c'est un point que j'ai particulièrement apprécié dans cette enquête. À la fin de mon enquête, j'ai une grosse partie état des lieux, mais j'ai aussi des parties solutions. Pour moi et pour vous, c'est plus agréable pour tout le monde d'avoir quand même une partie solution. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que les personnes, les acteurs de la société civile qui prenaient un numérique plus sobre se retrouvaient aujourd'hui, avec certains, d'un numérique plus libre. Il faut savoir que ça n'a pas toujours été le cas. Les GAFAM d'aujourd'hui sont aussi issus de cette contre-culture du numérique très high-tech, qui a cru à une technologie, à l'ordinateur qui pourrait décentraliser. Il y a une certaine utopie avec tous ces sujets. Donc ça n'a pas toujours été le cas, en fait, ce lien entre ces deux mondes. Et là, c'est vrai qu'en ce moment, dans la société civile, j'ai pu voir des liens entre ce monde du numérique sobre et ce monde du libre, où ils pouvaient se retrouver. Et ils se retrouvent notamment pourquoi ? Parce que les deux mettent en avant la matérialité. C'est-à-dire que le numérique sobre, comme on en parle depuis tout à l'heure, ils mettent en avant les équipements, les data centers, etc. Le numérique du libre, avec des associations comme Framasoft, l'April, la Fédération des fournisseurs d'accès associatifs, toutes ces personnes-là aussi ont recréé le numérique, un numérique libre, pour qu'on puisse avoir accès à tous ces outils pour remplacer les GAFAM. Et tous ces acteurs du libre, par exemple, Framasoft propose des services comme Pad qui pour remplacer Google Doc, ils ont des serveurs. Pareil pour les fournisseurs d'accès Internet associatif. Tout cela, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est pas un cloud, c'est pas un nuage. Au contraire, tous ces acteurs nous montrent que derrière le numérique, il y a de la matérialité, de la technique, et que pour être autonome, il faut la maîtriser et ou la réduire. Après, à chacun, même si tout le monde ne voit pas le curseur de la réduction au même niveau. Alors, je vois que l'heure tourne. Encore une petite question pour laisser un petit peu la place aux questions-réponses de vous tous qui avez été nombreux à nous déjà à lancer quelques questions sur le chat. Donc, dernière question, Juliette, de ma part en tout cas. On a vu des solutions individuelles, des solutions collectives, des solutions de la société civile, mais ne devrait-on pas accepter une réduction rigoureuse de nos usages numériques si on souhaite respecter la planète ? Dans votre enquête, un débat intéressant, celui qui pose la question, le problème vient-il de l'outil informatique ou de l'usage actuel ? Oui, c'est vrai que c'est... Moi, ce qui me ressort de mon enquête, c'est que bien sûr, il
il faut changer nos usages, mais que ça ne va pas suffire, qu'il va aussi falloir réduire le numérique. Et ça, c'est vrai que c'est revenu à plusieurs reprises. Il ne faut pas faire... c'est un peu comme le recyclage. Il faut recycler, mais il ne faut pas recycler pour plus consommer. Là, il ne faut pas avoir de bonnes pratiques du numérique pour augmenter encore plus le numérique. Sinon, il y aura un moment, il va y avoir des limites en fait, à tout ça. En tout cas, moi, c'est ma conclusion de mon enquête et parmi toutes les personnes que j'ai interrogées. Pour une enquête comme l'intelligence artificielle et la pollution du numérique, j'ai interrogé plus de 80 personnes, des chercheurs, des associations, des entrepreneurs. Donc c'est une de mes conclusions. Et j'ai par exemple interrogé Thierry Hanot de l'association Negawatt. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. C'est une association intéressante qui met en place des plans de transition écologique, notamment énergétique sur le long terme. Et eux, dans leurs plans, des plans respectueux de la planète, ils montrent que les usages du numérique, les dépenses énergétiques liées aux usages du numérique doivent être divisées par 2 d'ici 2050, même si ils prévoient des augmentations pour certains objets connectés. Mais dans la globalité, les dépenses énergétiques doivent être divisées par 2. Il faut réduire aussi les écrans, etc. Je vois que l'heure tourne, je termine juste sur le point que j'ai à dire. Oui. Je me dépêche. Juste un dernier point, parce que vous le découvrirez, ceux qui ont envie d'aller plus loin. Donc l'ouvrage sort, et puis il y aura aussi des éléments sur le site Carnet d'alerte, mais l'ouvrage sort le 6 mai. Mais juste pour terminer sur l'outil ou les usages de l'informatique, c'est un débat qui m'a aussi beaucoup intéressée, parce que certains disaient que le problème vient de l'outil informatique et d'autres des usages. Peut-être que ça vient un peu des deux, moi je vous laisserai juge de ça, mais c'est vrai que c'était intéressant parce qu'il y a eu le côté des usages de l'informatique aujourd'hui sont beaucoup des fois liés à la publicité ciblée, à notre société qui veut toujours plus consommer, donc il faut réformer ça aussi si on veut changer notre numérique, et puis d'autres qui nous disent aussi que le problème vient de l'outil en lui-même, c'est-à-dire que c'est nous-mêmes, la société que nous avons qui a engendré cet outil qui nous pousse à plus d'efficacité, un petit peu à mathématiser la société, parce que c'est pas anodin de passer des mots aux chiffres, plus après au codage informatique. Certains nous disent que, voilà, et c'est intéressant, ça peut rigidifier aussi notre société et ça a un impact. C'est des débats assez longs qu'on aborde beaucoup plus longuement dans l'enquête. Moi, en tout cas, pour conclure, avant de passer aux questions, c'est sûr que il me semble que ça sera important peut-être de réduire la numérisation, mais peut-être surtout, et ça je vous laisserai après à chacun de se faire sa propre opinion, mais ce qui est peut-être important, c'est que souvent, dans les problèmes, dans les usages informatiques, c'est qu'on a les débats après que les innovations ont été créées. C'est-à-dire que les usages se sont complètement généralisés dans la société et on voit à ce moment-là les méfaits que peuvent avoir ces usages des réseaux sociaux. On attend un peu que le problème se pose pour pouvoir essayer de le régler au lieu de l'anticiper, c'est ça ? C'est ça. Et toutes les personnes que j'ai interrogées, c'est ça quand on peut interroger autant de personnes, même tout le monde n'était pas d'accord sur les curseurs, diminution, technologie, pas technologie, mais tout le monde a été d'accord sur ça, sur le fait qu'il faudrait avoir des débats sociétaux beaucoup plus larges sur l'intérêt de passer à la 5G, sur l'intérêt d'utiliser tel programme d'intelligence artificielle, avoir ces débats avant de décider si on l'utilise ou si on ne l'utilise pas. Ça, c'est un point. Et le dernier point avant de passer aux questions, c'est vrai que nous, c'est aussi ressorti dans l'enquête que peut-être on partait beaucoup plus vers cette artificialisation et cette numérisation parce que ça serait le résultat de notre société un peu hors sol, qui s'éloigne de la Terre, etc. Donc ça, c'est bien sûr aussi des thèmes que nous abordons dans cette enquête. Je vois que le temps passe, alors on va passer aux questions. Il tourne. Oui. Alors, une première question, je les découvre en même temps. Est-ce que la crise du Covid et la généralisation du télétravail vont augmenter l'empreinte de la pollution numérique, Juliette ? C'est Carole qui nous pose cette question. Merci Carole. Alors je ne suis pas sûre qu'on ait encore tous les chiffres sur ce point-là, mais bien sûr que c'est surtout l'achat des équipements qui va augmenter la pollution du numérique. Donc oui, si on a acheté plus d'équipements, ça va augmenter fortement la pollution. Alors je sais que sur les données, je prends ma feuille parce que du coup j'avais prévu pour les questions d'avoir les chiffres et je sais que par exemple pour les données cette année... Alors il y a l'équipement effectivement en matière du télétravail, mais il y a aussi le flux. Alors là, les échanges, ce qui pollue le plus, ce sont les équipements, donc c'est surtout les achats qui vont le plus polluer. Après, sur l'équipement de chaque employé qui a dû s'équiper à domicile. Oui, j'avoue que je n'ai pas les derniers chiffres d'augmentation des équipements, mais c'est sûr que si on ne sait plus s'équiper, ça a un impact. Et alors là, pour vous donner un chiffre, en 2020,
159 zeta-octets de données ont été créés, capturés, copiés et consommés dans le monde. Et ce chiffre augmente de 26% par an et va encore augmenter les prochaines années. Et le volume donc oui, ça a augmenté cette année. Je crois que ça a surtout été d'ailleurs, des données copiées plutôt que des données créées. Mais bon, c'est un point. Moi, il me semble, en tout cas, pour revenir sur ce point-là, que la Covid n'a pas changé profondément, mais elle a accéléré des usages, que ce soit les équipements, etc. Je pense que ça a accéléré des usages que nous avions déjà, mais là, c'est vrai que, de toute façon, on l'a bien tous vu. Là, on fait une visioconférence, une vidéo en ligne, on ne l'aurait jamais fait s'il n'y avait pas la Covid. Donc, ça accélère. Mais, je le répète, ce sont surtout les achats des équipements qui polluent le plus. Enfin, la fabrication, donc l'achat. Donc, seconde question de Nathalie. Peut-on envisager de faire évoluer nos matériels avec les nouvelles technologies au lieu de les recycler? Alors, je n'ai pas compris. Peut-on envisager de faire évoluer nos matériels avec... Ah oui, donc de les réparer plutôt que les recycler, à mon avis, si je ne me trompe pas, j'imagine de les adapter au lieu de le changer. Au lieu d'en racheter un autre, bien sûr. On rajoute quelque chose pour le rendre... Ah oui, il me semble que ça serait performant et au bout du jour. Oui, c'est ça. Ça serait en tout cas, c'est sûr que plus on peut retarder l'achat d'un nouvel équipement, mieux c'est. Comme je vous disais tout à l'heure, au moins doubler la durée des appareils, passer de 4 à 8 ans pour les ordinateurs. Ou augmenter leur performance peut-être pour pouvoir avec répondre des aux nouveaux mises à jour. besoins. Après, je pense que peut-être, bon, ça c'est pareil, là je sors peut-être un peu de mon rôle de journaliste, mais après c'est aussi, moi c'est le constat de mes enquêtes, c'est une opinion qui vient d'enquêtes approfondies. Je pense qu'il ne faut peut-être pas toujours vouloir aller plus vite, de toujours vouloir augmenter la performance aussi de nos équipements. Je pense que là, on est déjà dans c'est un peu le type de produit où quand on y a goûté, on a envie d'un peu plus. C'est peut-être ça aussi. Après, il y a peut-être une réflexion à avoir sur cette fuite en avant technologique. Moi, c'est vrai que c'est ce qui ressort. C'est vrai que là, c'est encore plus présent dans cette enquête. Mais moi, c'est un point qui revient dans toutes mes enquêtes. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion à avoir plus profonde sur cette fuite en avant technologique ? Troisième question de Florian. Est-ce que les projets sont en cours au niveau de l'Union européenne pour imposer un taux minimum de recyclabilité, comme cela est fait pour les batteries qui équipent nos voitures? Ça reprend un petit peu le point... Sur la recyclabilité. Alors, il y a beaucoup de projets en cours, notamment sur le numérique, que ce soit des réglementations européennes ou des réglementations françaises pour essayer de le mettre en place. Je pense que pendant longtemps, on ne s'en est pas occupé. Alors, il faut savoir qu'en France, on a quand même des acteurs assez intéressants, dont j'ai parlé tout à l'heure, comme Frédéric Bordage, comme l'ADEME, comme Halte à l'obsolescence programmée, qui travaillent beaucoup sur ces sujets. Après, le problème, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, bien sûr qu'il faut un taux minimum, il faudrait plus recycler, mais c'est pas très facile de recycler. Il ne faut pas compter que là-dessus. Vraiment, c'est un point qu'il faut comprendre. C'est que dans le numérique, c'est très difficile de recycler. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est petit, c'est miniaturisé, c'est complexe. C'est quasi impossible. Matériellement, c'est très compliqué. C'est difficile de recycler. Il faut plus recycler, mais c'est difficile de recycler. Donc, il ne faut pas compter là-dessus. Compter que là-dessus. C'est ça qui est difficile. Parce que quand on dit ça, on a l'impression de dire, du coup, on ne veut pas du tout recycler. Comme quand on critique parfois la consommation des métaux par les énergies renouvelables, on va dire alors il ne faut pas d'énergie renouvelable. Moi, ce n'est pas ça qui ressort du tout de mes enquêtes. Il faut plus d'énergie renouvelable, il faut augmenter le recyclage, mais il ne faut pas compter que là-dessus. Et moi, ce qui ressort vraiment beaucoup, c'est qu'en plus de ça, il faut une part importante de sobriété, de réduction de la consommation. En fait, il faut associer les deux. Alors, on a peut-être le temps de prendre encore une question. Tous ces points évoquent le paradoxe exprimé par la formule « développement durable ». Est-ce que le développement et donc une croissance continue peut être durable selon vous ? Alors non, moi je vais te répondre très clairement parce que j'ai enquêté, c'était ma dernière enquête sur la croissance. Donc voilà, j'ai passé aussi plus d'1 an à enquêter sur ce sujet, à interroger plus de 60 personnes. Pour moi, c'est non. Et c'est un constat et le fruit de vos études. D'une grosse enquête là-dessus. Moi, je pense qu'il y a certains secteurs qui vont augmenter dans la transition écologique, mais que globalement, il va falloir qu'on
on réduise considérablement notre consommation et notre surconsommation. On le voit, la croissance du produit intérieur brut est très liée à la consommation d'énergie. Donc si on réduit notre consommation d'énergie, ça va réduire la croissance. Et comme je le disais tout à l'heure, même si on passait complètement aux énergies renouvelables avec notre consommation actuelle d'énergie, eh ben on consommerait beaucoup trop de métaux, ça aurait des impacts aussi considérables sur la planète par rapport à l'eau, à l'extraction de ces métaux. Donc moi, non, ce qui en ressort de ma précédente enquête, elles sont très liées d'ailleurs, ces deux enquêtes, sur la fuite en avant technologique et la croissance. Pour moi, ce sont deux thématiques très liées. Non, pour moi, il me semble qu'il faut vraiment qu'on accepte une part de sobriété avec des modes de vie qui seront différents. Peut-être moins mobiles, peut-être plus conviviaux, mais en tout cas des modes de vie différents. Ça ne veut pas dire que certains secteurs vont croître, mais que globalement, il faudra une réduction. Et pour moi, c'est aussi lié au sujet dont on parle aujourd'hui, et ça je l'avais vu aussi dans ma précédente enquête, c'est qu'il va falloir, si par exemple l'agriculture pour moi est vraiment centrale, et dans le sujet de la croissance c'est important, et si on voulait par exemple passer en France totalement en agroécologie ou en agriculture biologique, il faudrait augmenter les emplois dans ces secteurs de l'ordre de 30%, donc il y aurait plus d'emplois agricoles. En fait, tout cela est un changement de société plus global et amorcé. Une répartition différente. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on est quand même beaucoup à passer notre temps devant des ordinateurs, et j'en fais partie. Quand j'écris un ouvrage, je passe du temps devant l'ordinateur. Une question de Francine. A-t-on calculé la pollution induite par la 4G ? La 5G. Pardon, la 5G. Oui, alors d'ailleurs, j'ai les chiffres sur ce point. Il y a eu plusieurs études. Alors, tout n'a pas été calculé très précisément, parce que, par exemple, on ne peut pas savoir combien il va y avoir exactement d'objets connectés liés à oui, parce que ce sont les prémices. Voilà, on ne sait pas encore exactement, mais il y a quand même des données assez intéressantes. Alors, si on passe à la 5G, il va falloir changer tous nos smartphones. Il y a d'ailleurs, sur ce sujet-là, il y a un rapport très intéressant, je le cite, je cite mes sources, et puis vous, ça vous donne aussi des indications, de Gauthier Roussil, qui, dans son rapport, lui, il estime que la 5G entraînera la fabrication de 16,7 milliards d'objets connectés entre 2018 et 2024, et qu'il y aura jusqu'à 5 milliards de smartphones entre 2019 et 2025 qui vont être achetés et fabriqués, donc c'est énorme. Il y a aussi le renouvellement d'un parc, en fait, déjà, plus le développement. Tous ces objets connectés. Il y a une autre étude qui montre aussi qu'il y aura une augmentation. Et alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des gains d'efficacité liés à la 5G. Ça fera des gains d'efficacité qui vont être... L'efficacité énergétique des réseaux 5G sera multipliée par plus de 10 en 10 ans. Mais avec la 5G, le trafic sera multiplié entre 100 et 1000 fois. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça annule du coup les gains d'efficacité à cause de ce fameux effet rebond. J'ai une autre donnée à donner, je ne me rappelle plus son nom, c'était Francine. Oui. À Francine, donc la consommation d'électricité devrait augmenter entre 5% et 13%. D'ici 2030, donc ça augmentera, et donc les émissions de carbone augmenteront également. Donc voilà, il y a des ordres de grandeur d'augmentation de la pollution, en sachant qu'on ne peut pas savoir exactement ce que ça va entraîner, comment ça va être reçu par la population, et surtout, je le répète, combien d'objets connectés, et qu'est-ce que ça va engendrer comme changement, parce que beaucoup expliquent que c'est une technologie pivot pour les objets connectés, la ville intelligente, les voitures plus autonomes. Voilà. Écoutez. Alors, peut-être une dernière de Florian. Comment sont calculés ces fameux effets rebonds de l'impact du numérique ? Alors, comment ils sont calculés ? Ça dépend, en fait. Ce n'est pas toujours les mêmes effets rebonds. Là, comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, pour la 5G, on avait l'exemple tout de suite. C'était de dire que plusieurs défenseurs de la 5G ont mis en avant les gains d'efficacité. Donc, c'est que les gains d'efficacité sont multipliés par 10 en 10 ans, mais on prévoit que le trafic va augmenter de 100 à 1000 fois. Donc, c'est ça l'effet rebond, en fait. C'est ça dont on parle. Alors, comment il est calculé ? Ça va dépendre des usages. Selon chaque usage, ça ne va pas être le même effet rebond, en fait. C'est juste c'est la différence entre les gains d'efficacité et le fait que
malgré ces gains d'efficacité, on va plus consommer, que ce soit de l'Internet, que ce soit de la 5G, du trafic. En fait, c'est ça l'effet rebond, c'est la différence entre les gains d'efficacité que permet une nouvelle technologie et le fait qu'on va plus utiliser cette technologie. Et souvent, le fait qu'on augmente l'usage, ça va réduire, anéantir ces gains d'efficacité. On me signale, Juliette, que vous êtes tellement intéressante qu'on nous accorde un petit peu plus de temps. Donc, je peux prendre d'autres questions. Michel nous demande, peut-on à notre échelle contribuer à la diminution des déchets liés à notre utilisation du numérique ? C'est toujours la même chose, j'ai l'impression de répéter la même chose. De moins consommer d'équipements numériques, parce que du coup, on va moins... En tout cas, c'est cohérent, quoi. Vos propos sont cohérents. D'ailleurs, j'ai un autre chiffre, alors comme j'en profite, moi j'aime bien donner des données, les journalistes, ils aiment bien donner des chiffres, je vais essayer de pas trop en donner, mais... Juste une petite parenthèse, vous parliez, une enquête comme celle-ci, ça dure 1 an, c'est ça, Juliette ? Celle-ci, elle a duré un peu plus d'1 an, cette enquête. Parce Et vous rencontrez combien de personnes ? Là, j'ai rencontré, il y a d'autres journalistes qui m'ont aidé, notamment au Burkina Faso ou en Chine, mais j'ai interrogé un peu plus de 80 personnes. Voilà. Et donc, pour répondre à cette question sur les déchets... Merci à vous tous de laisser à Juliette l'occasion de pouvoir sortir tous ces chiffres. Il y en a beaucoup dans l'ouvrage. On essaye d'ailleurs pas de donner que des chiffres et donner de l'humain et essayer de comprendre les sujets. On ne peut pas faire de telles enquêtes sans donner des données chiffres. Voilà, c'est vrai que c'est intéressant aussi il y a seulement dans le monde 17,4% des déchets électroniques qui sont collectés et recyclés. En Europe, c'est presque la moitié, 42,5% des données des équipements qui sont recyclés. Donc pour diminuer nos déchets du numérique, c'est de les réparer davantage, d'utiliser des équipements de seconde main et d'allonger au maximum la durée des produits et d'essayer. Alors c'est vrai qu'il y a encore ce point dont on parlait tout à l'heure, des mises à jour qui sont pas toujours, c'est pas toujours simple. Donc là, c'est aussi d'informer là-dessus. C'est vrai que il y a halte à l'obsolescence. C'est assez surprenant. Moi, ça m'a quand même interpellée, ces histoires de mise à jour. Oui. Parce que généralement, une mise à jour, si je comprends bien, c'est pour améliorer, c'est pour apporter quelque chose de nouveau. Mais on ne pense pas forcément que c'est pour bloquer ou pour rendre obsolète le produit. Apple a même été condamné suite c'est halte à l'obsolescence programmée. C'est une association intéressante où on peut trouver d'ailleurs énormément d'informations sur la durée de vie des équipements pour s'informer. Il y a énormément de choses. C'est une association vraiment bien, halte à l'obsolescence programmée, qui a montré que par exemple Apple avait mis en place des mises à jour de logiciels au moment où un nouveau iPhone sortait, et ces mises à jour de logiciels ralentissaient l'appareil. Ils ont été condamnés même Apple sur ce point. Donc en France, depuis 2015, l'obsolescence programmée est un délit. Pour l'instant, c'est aux consommateurs de le prouver. Et d'ailleurs, halte à l'obsolescence programmée, l'association aimerait que la preuve soit inversée. Et c'est vrai qu'il y a des... Après, l'autre point, il me semble, c'est peut-être justement de soutenir tous ces acteurs de la société civile qui œuvrent et qui font du plaidoyer. On appelle ça du lobbying de l'autre côté pour essayer de faire changer la loi. Donc, je vous en ai cité quelques-uns tout à l'heure. Donc, il y a halte à l'obsolescence programmée. Il y a Green Heat avec Frédéric Bordage qui fait ça depuis des années. Il y a aussi les Amis de la Terre. Je vous ai parlé d'Ama Dufour. Voilà, il y a des personnes comme ça dans notre société civile. On a des acteurs très intéressants qui font pour essayer de faire évoluer la loi et qui vous donnent des informations et beaucoup de conseils, notamment sur la durée de vie des produits avec halte à l'obsolescence programmée. Alors, Caro nous demande, Juliette, que pensez-vous d'agir dès la conception des équipements en amont de façon à ce qu'ils soient constitués essentiellement de matériaux recyclables ? Oui, bien sûr, la conception est très importante, recyclable et aussi que ce soit démontable facilement. Pour les téléphones, j'en ai moins parlé dans cette enquête-là, mais j'en avais plus parlé sur mon enquête sur la croissance. On a par exemple les Fairphone. Ce sont des téléphones, c'est pas complètement parfait, mais c'est quand même très intéressant. Ce sont des téléphones qui ont une démarche d'être éco-conçus, avec une réflexion démontable, aussi conçus dans des endroits respectant les droits du travail, etc. Donc c'est très intéressant, avec des réflexions plus globales. Donc bien sûr, recyclable. Après, il faut faire attention. Alors, je n'ai jamais fait une enquête spécifiquement que sur le recyclage. C'est un thème que j'ai abordé dans plusieurs de mes enquêtes. Il faut savoir que rien n'est recyclable éternellement. Le plastique, il y a une limite. Tout ne peut pas... En fait, il faut vraiment...
voir, peut-être ça pourrait être le 100% recyclage d'un produit quel qu'il soit, même si on le conçoit c'est jamais comme tel. complètement recyclable. Par exemple, le plastique, il y a une limite à ce qu'on peut recycler. Les métaux, il y a une limite à ce qu'on peut recycler. Tout n'est pas complètement recyclable et pas utilisable directement pour la même utilisation, surtout. Ça peut être dégradé, etc. Donc, ça peut être peut-être l'objet d'une prochaine enquête. C'est vrai que c'est un point qui est revenu dans plusieurs de mes enquêtes. Et qui touche beaucoup de domaines, beaucoup de produits. Mais il me semble que c'est bien sûr qu'il faut le faire et c'est important, mais ce n'est pas la solution miracle à tout, en fait. Voilà. Et pas forcément possible, c'est ça. Aujourd'hui, en tout cas. En tout cas, oui, c'est-à-dire qu'on peut le faire, il faut le faire, mais ce n'est pas possible pour tout et à toute fin. Alors, la dernière question, parce qu'il faut quand même se quitter à un moment donné. Est-ce que la crise du Covid et la généralisation du télétravail vont augmenter l'empreinte de la pollution numérique, Juliette ? Alors, j'ai pas vu d'enquête, on en a beaucoup parlé pendant la Covid, j'ai pas vu d'enquête précise sur ce sujet-là. Je pense qu'il va falloir attendre un peu. Moi, il me semble évident, en tout cas, que ça va généraliser des pratiques, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, je le répète encore une fois, c'est le fil conducteur de c'est vraiment l'achat des équipements qui pollue le plus. Donc oui, il me semble cette année, j'ai pas tous les derniers chiffres en tête, mais que les achats des équipements ont dû augmenter. Mais je pense que la Covid et cette pandémie, dans de nombreux domaines, d'ailleurs pour le numérique, mais aussi pour d'autres sujets, ça a accéléré des tendances qui étaient déjà en cours. Nous a fait gravir une marche. Voilà, beaucoup plus rapidement. Voilà. Et moi, je l'ai vu aussi sur l'intelligence artificielle. C'est quand même une tendance. C'est déjà une tendance, ce fait d'accélérer la numérisation du monde et de l'Occident, en tout cas, elle est déjà très présente. Accélérer cette numérisation, elle était déjà là. La Covid a accéléré. Est-ce qu'après, on va garder ces usages ? Est-ce qu'il y a des habitudes qui vont rester ? Voilà, en tout cas, de toute façon, elle était déjà là, elle accélère. Et voilà, donc c'est peut-être être vigilant sur cette accélération un peu soudaine. Oui, parce que faire sans, ça semble quand même difficile, on vient quand même de le voir. Maintenant. Après, c'est peut-être moi, je sais que cette enquête-là, elle recoupe mes différentes enquêtes. C'est revoir un modèle différent, changer plus précisément notre modèle et cette fuite en avant technologique qui est encouragée. C'est ça, en fait, peut-être le point essentiel pour revenir à cette enquête. Moi, il me semble, c'est vrai que moi, du coup, ça peut paraître très tranché parfois, les constats qu'on peut donner par rapport à la société dans laquelle nous sommes. Moi, ce sont mes enquêtes qui m'ont conduit à ça. Je n'ai pas toujours pensé ça. C'est vraiment mes enquêtes. Concrètement, mes reportages. J'ai travaillé 10 ans avant en télévision, j'ai fait des reportages. C'est vraiment toutes mes enquêtes qui m'ont amené à travailler sur ces sujets, à avoir ces constats, à lire énormément d'études. La moitié des personnes qu'on interroge à chaque fois, ce sont des experts, des chercheurs, pour vraiment comprendre les problématiques. En France, on a la chance d'avoir énormément de chercheurs qui font des travaux formidables. Et donc, c'est vraiment des constats étayés. Et c'est vrai qu'il me semble vraiment important de revoir peut-être nos rapports à ces technologies et à changer notre modèle de façon plus globale. Et peut-être que le modèle que nous avons aujourd'hui résulte de notre façon d'organiser la société. C'est vrai que ces enquêtes, parfois, de regarder tous ces chiffres, toutes ces données, tout ce qu'on peut voir, notamment avec l'extraction des métaux dans cette pauvre terre, on sent qu'on va toujours chercher plus profond dans la terre pour toujours avoir plus de métaux, etc. C'est quand même des états des lieux où c'est assez dramatique quand même. Je pense que je suis loin d'être la seule à le dire. Donc, je ne me rappelle plus du début de votre question, du coup, c'était sur la Covid-19. Oui, la Covid-19, elle accélère, elle accentue tous ces points-là et elle nous pousse à aller encore plus loin dans ce modèle-là. Un petit mot de fin parce que l'heure tourne. Oui, peut-être le mot de fin, c'est peut-être de se dire que au sein de la société civile, moi, comme toutes mes enquêtes, il y a énormément de choses qui sont mises en place, des acteurs qui innovent, des innovations pas technologiques, mais des innovations sociales qui sont mises en place un peu partout en France et dans le monde, et que souvent elles sont expérimentées depuis des dizaines d'années. Et ça permet de contrebalancer des fois l'état des lieux un peu dur qu'on peut avoir sur l'état de notre planète et qu'il faut vraiment les accélérer et leur permettre de se développer et d'être mis en place. Écoutez, voilà. Juliette, merci beaucoup. Merci. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci aussi à la Fondation Good Planet de nous avoir reçus dans ses locaux.
Et merci surtout à la Maïf de nous soutenir, de nous avoir invités et surtout de nous permettre de diffuser plus largement les enquêtes carnet d'alerte. Merci à tout le monde, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Si vous voulez en savoir plus sur nos enquêtes carnet d'alerte, vous pouvez aller sur le site carnetdalerte.fr. Et donc la prochaine enquête carnet d'alerte qui sortira en livre, ce sera le 6 mai prochain. Voilà, merci à tous et à tous. Merci Corinne. Merci Juliette.